à tous et à toutes. Nous sommes ravis de nous retrouver autour de Céline Béraud et je pense que nous allons avoir un échange extrêmement intéressant. Donc, comme nous l'avions mis dans le petit message d'introduction, là nous inaugurons une nouvelle formule donc de contact avec un écrivain, de présentation, avec à chaque fois un échange, puisque c'est ça qui caractérise un petit peu notre mouvement, disons, hein, donner la parole aux baptisés. Voilà, donc nous avons 1 heure. On demandera à Céline donc de répondre à des questions, voilà, prenons une forme un petit peu journalistique, qui lui permettra donc de présenter certains aspects de son dernier livre, d'un de ses 2 derniers livres, et puis ensuite, donc pendant une demi-heure, vous aurez la parole. Voilà. Merci Céline. Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu parler aux conférences donc, du samedi matin à la CCBF, la conférence des baptisés. C'était aussi à propos de son ouvrage, et le thème c'était plutôt comment les abus ont révélé finalement une crise beaucoup plus profonde, systémique dans l'Église. Voilà, je vous présente très rapidement ces 2 derniers livres. Donc, ce dont nous allons parler, c'est donc le catholicisme français à l'épreuve des abus sexuels, et donc ça déborde largement, vous verrez, la seule question des abus, qui n'est finalement qu'un révélateur. Donc c'est un ouvrage bref, qui peut se lire rapidement si on veut, mais qui est extrêmement dense, riche et éclairant. Donc vraiment, cette lecture est tout à fait passionnante et utile. Et Céline a aussi publié pratiquement dans le même temps un autre texte qui est aussi très important et qui est un des éléments donc, de la crise d'aujourd'hui et un révélateur de la crise d'aujourd'hui qui s'appelle la bataille du genre. Voilà, donc nous vous recommandons très très vivement ces 2 lectures. Voilà, donc Céline, je vous laisse d'abord vous présenter et puis donc je vous poserai quelques petites questions pour essayer donc d'avancer dans le contenu de ce livre tout à fait passionnant. Merci beaucoup de votre invitation. Merci donc de cet accueil également. Donc moi, je suis sociologue et spécialiste du catholicisme sur lequel je travaille depuis ma thèse que j'ai faite au début des années 2000 sous la direction de Daniel Hervé Léger. C'est cette époque-là que j'ai rencontré Nicolas Drummond-Ars qui, lui, venait de finir sa thèse avec la même directrice. Je fais le lien avec votre conférence, votre précédente conférence. Voilà. Voilà, donc Céline, je voulais d'abord vous poser une première question, c'est finalement à quoi sert un sociologue? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la sociologie religieuse? Voilà. Alors, c'est une vaste question. Voilà. Peut-être dire que le regard de la sociologie, c'est un regard d'abord qui ne va pas épuiser tout un sujet, notamment, enfin, il n'y a aucune prétention à l'exhaustivité. La question qui nous réunit ce soir, la question des scandales sexuels, elle peut être saisie par des disciplines différentes. La théologie, bien sûr, hein, il y a des théologiennes, des théologiens qui travaillent, qui ont déjà écrit des choses là-dessus, et je pense qu'on en est encore qu'au début. On peut écrire, on peut mettre en perspective historique, on peut aussi avoir très probablement une analyse de type psychologique. Enfin voilà, donc la sociologie, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre théorique. Et notamment, moi, ce qui m'a intéressé, les outils qui sont les miens, c'est toute une sociologie de l'autorité, qui est vraiment un thème qui est important en sociologie. Et puis, ce que j'ai appliqué aussi, c'est une sociologie du scandale, puisque c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Je me suis plus intéressée à la question du scandale et à la mobilisation que le scandale suscite dans le catholicisme français aujourd'hui, que vraiment aux affaires en tant que telles. Je n'ai pas enquêté auprès de victimes ou auprès de prêtres coupables d'abus ou de violences en tout genre. Donc, c'est aussi une méthodologie, la sociologie. Hein, ça, je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que le livre, là, c'est un petit livre, effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées de côté parce que j'ai fait une enquête qui a duré à peu près 18 mois, où à la fois, j'ai fait des entretiens avec des personnes qui participent de cette mobilisation
morale, ecclésiale, et on peut même dire politique, qui a été suscité par le scandale. Et j'ai observé un certain nombre d'événements. Je le dis à un moment, j'arrive sur le terrain en allant observer dans une paroisse parisienne un temps d'échange qui est organisé dans ce moment du début 2019, où il y a toute une série d'affaires qui sont révélées, médiatisées, et donc j'observe ce moment-là, j'observe d'autres événements également. Peut-être juste dire encore, les rapports entre sociologie et catholicisme ont varié dans le temps. Il y a eu toute une première période où des prêtres ont vu dans la sociologie un outil possible au service de l'évangélisation. Il y a vraiment, et c'est ce qu'on a appelé la sociologie catholique, avec vraiment une visée pastorale. Et c'est ce qu'il y a, par exemple, ce qui est le mieux connu, c'est les enquêtes de pratiques religieuses qui avaient été pensées par Gabriel Lebras et mise en œuvre avec le chanoine Boulard. Ça, c'est vraiment assez typique que des outils de la sociologie qui sont mis au service d'une réflexion sur la déchristianisation, comme on le dit à l'époque. Ensuite, il y a eu plutôt toute une période plus récente, la période des années 80, 90, 2000, où la sociologie étant et plus globalement les sciences sociales étant très associées au moment des années 60-70, elle était volontiers décrite comme une forme de contre-théologie. C'est ce qu'il y a une très grande méfiance, par exemple chez Jean-Marie Lustiger, avec cette idée que voilà, il y avait la sociologie aurait été hostile d'une certaine façon, ou ne serait là que comme oiseau de mauvaise augure, décrivant toute une série de phénomènes à la baisse et contribuant par un système un peu de prophétie autoréalisatrice à les faire advenir. Donc il y a tout un moment où vraiment c'est pas si simple de faire de la sociologie dans certains milieux catholiques. Je pense que Nicolas Grémond-Dars aurait beaucoup de choses à dire, aurait eu beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Et ce qu'on voit plus récemment, et ça c'est intéressant parce que c'est directement lié quand même au sujet qui nous réunit ce soir, je trouve qu'il y a depuis en lien avec ces affaires de scandale, il y a une demande de sociologie, y compris de la part de ces milieux qui étaient soit très à distance, soit même un peu hostiles par rapport à cette démarche perçue comme étant un peu la source d'une forme de désenchantement. Il y a une demande d'un regard extérieur. Par exemple, dans la communauté de l'Arche, il y a une postdoctorante là, qui travaille sur ces questions. Moi, j'ai accepté de rejoindre leur comité scientifique. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment un rapport qui a changé. Alors, la sociologie, elle est ni hostile, mais elle n'est pas non plus là pour porter une cause. C'est-à-dire que moi, j'ai tout à fait, à titre personnel, une grande sympathie pour votre mouvement. Et mais en même temps, d'une certaine façon, je pense que le rapport à une forme d'engagement. Enfin, j'ai l'impression que les données que j'ai pu recueillir et les analyses que j'ai pu faire, voilà, elles sont aussi mises à disposition des personnes qui peuvent être intéressées et peuvent s'en saisir. Mais pour moi, il n'y a pas de mélange des genres de mon point de vue, même si je ne cache pas à vous cacher voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une épistémologie située et que mon épistémologie est plutôt du côté du féminisme et de la défense des minorités. Voilà, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, c'est peut-être très rapide et très caricatural, mais voilà quelques éléments peut-être pour voilà. poser ce premier... Pour cadrer le propos, savoir ce qu'on peut attendre de vous, mais aussi voilà, ce qu'on n'a pas à attendre finalement du discours du sociologue. Je pense que c'est important. Alors moi je vous poserai une deuxième question qui va nous faire rentrer bien sûr dans le vif du sujet. Pouvez-vous à grands traits dessiner un tableau de l'Église d'aujourd'hui et particulièrement en France? Alors, les scandales sexuels, ils éclatent dans un catholicisme qui est déjà en voie de minorisation. Ça, c'est qui, d'une certaine façon, vient amplifier probablement un certain nombre de tendances qui sont là, qui sont des tendances de long terme et tendances qui n'ont absolument pas été remises en question. Il n'y a pas eu de retournement de tendance malgré toutes les stratégies autour de la nouvelle évangélisation qui ont pu être mises en œuvre à Rome, puis déclinées par un certain nombre d'évêques en France. Bon.
c'est un certain nombre de chiffres peut-être qu'on peut donner. Ceux qui sont bien connus, c'est la diminution de nombre de prêtres au service des diocèses. Il y a une espèce d'affaissement comme ça qui est vraiment, qui sont vraiment inéluctables. Au cours des années 2010, donc en 10 ans, il y a encore le nombre de prêtres au service des diocèses diminue de 20% encore. Les ordinations sont inférieures à 80 prêtres diocésains par an. Et surtout, il y a parallèlement un nombre de catholiques qui continue à diminuer et qui d'ailleurs relativise l'idée même d'une pénurie de prêtres, d'une certaine façon. Et là, on a des chiffres, les enquêtes sur les valeurs des Européens, c'est assez intéressant parce que c'est des enquêtes qui sont faites tous les 8-9 ans, en France et dans d'autres pays européens, ce qui permet des comparaisons. Et ce qu'on voit, c'est que au début des années 80, on avait 7 répondants et répondantes sur 10 qui se déclaraient catholiques. Et ces personnes ne sont plus que 32% en 2018. Et c'est une baisse qu'on retrouve aussi lorsqu'on regarde la part des pratiquants réguliers, c'est-à-dire des personnes qui vont à la messe au moins une fois par mois. Et là aussi, la proportion a quasiment été diminuée par 3. Voilà, alors on pourrait multiplier les indicateurs, diminution du nombre de baptêmes, diminution du nombre de mariages qui diminue plus vite que la baisse du nombre de mariages civils, diminution du nombre d'enfants qui se rendent au catéchisme. Et donc, on a vraiment cette espèce de phénomène de rétractation du catholicisme. Et ce n'est pas les quelques catéchumènes adultes qui sont mis en avant par les évêques. Et c'est vrai que leur nombre a augmenté au cours des décennies passées. Ça ne suffit pas du tout à compenser toutes ces jeunes générations qui finalement n'ont plus de socialisation, même brève, au catholicisme. Voilà. Et ça, ce tableau de fond, il est là, et on sait que l'éclatement des scandales, des années 2018-2019, vient d'une certaine façon renforcer ça. Alors, ce qui a été beaucoup médiatisé, c'était les demandes d'apostasie, alors ce qu'on appelle dans les médias les demandes de débaptisation, qui effectivement ont augmenté en 2018 et 2019. J'avais mené l'enquête dans 2 diocèses, et les choses étaient tout à fait perceptibles. Mais probablement, là, ça touchait plutôt des catholiques qui étaient des personnes qui avaient été baptisées, mais qui étaient quand même assez éloignées déjà, qui avaient un lien très, très distendu au catholicisme. En revanche, les effets plus directs qui ont été perceptibles, c'est à la fois des effets financiers, avec une baisse du denier, cette contribution annuelle volontaire qui sert à rémunérer les prêtres, mais aussi tous les laïcs salariés. Alors, il y a une baisse du nombre de donateurs et donatrices depuis le début des années 2000, du fait du vieillissement de cette population qui n'est pas remplacée par des cohortes plus jeunes. Mais pendant tout un temps, elle avait été compensée par une hausse du don moyen qui était elle-même suscitée par des campagnes très efficaces de communication des diocèses. Ça s'observait dans tous les diocèses, pour essayer d'encourager aux dons. Et là, on voit qu'il y a vraiment une rupture en 2018-2019. Autre phénomène qui est évoqué par un de mes enquêtés, c'est la prise de distance par rapport à la messe. Alors, l'entretien que je fais, c'est avec un prêtre qui est dans un diocèse du sud de la France où il y a une forte présence protestante, et il explique comment, au cours de ce premier trimestre 2019, avec lui est vicaire, et le curé avec qui il est dans la paroisse, ils échangent, et ils ont une très grande peur, ils craignent l'hémorragie, ils craignent que dans cette région où il y a une forte présence protestante, les pratiquants et pratiquantes se tournent vers le temple plutôt que de se rendre à l'église le dimanche. Voilà. Bon, on pourrait donner davantage de chiffres, mais ce qu'on voit, c'est que il y a ce tableau qui était quand même un tableau assez dégradé. Il y a un effet indéniable sur les catholiques des scandales, et cet effet, il est comme d'une certaine façon dans ses dimensions financières et dans la question de l'assistance à la messe, il est d'une certaine façon aggravé, amplifié
par la crise du Covid. C'est vraiment quelque chose qui est à la fois le Covid, on peut dire que vous savez, un événement en chasse souvent un autre. La crise du Covid, à la fois probablement, ça a contribué à remettre en second plan pour un temps la question des abus sexuels, qui était moins au cœur probablement de l'actualité, du débat intra-catholique et du débat public. Mais la crise du Covid, la crise sanitaire, a aussi eu des effets de prise de distance par rapport, de réflexion à des formes alternatives de pratiques liturgiques et il y a eu un impact financier extrêmement fort aussi sur les diocèses. Alors, ça a contribué à faire réaugmenter le donné de l'Église, puisqu'il y a un certain nombre de donateurs et donatrices qui n'ont pas pu donner à la quête pendant les semaines où le culte n'était pas accessible et qui ont d'une certaine façon eu un effet de compensation sur le denier, mais globalement, beaucoup de diocèses sont en situation extrêmement fragile. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a des effets pervers importants, notamment pour la question de la salarisation et du statut des laïcs, qui, vous le savez, sont dans une très grande majorité, les laïcs chargés de mission dans les diocèses sont dans 9 cas sur 10 des femmes à qui on refuse de plus en plus souvent un contrat de travail en les renvoyant au bénévolat. Ce qui est quand même un retour en arrière par rapport à un processus quand même de professionnalisation, certes très modeste, mais qui avait été engagé. Alors peut-être pour finir sur ce point, c'est cette minorisation, les catholiques en ont une perception assez vive, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est appropriée selon 2 voies très différentes et qui sont très opposées. La première voie, c'est le processus est subjectivement apprécié de manière négative. Et vous voyez, c'est ce qu'on a beaucoup entendu au moment du mariage pour tous, par exemple, avec cette idée qu'il y aurait une christianophobie qui s'exercerait à l'égard des catholiques qui seraient maltraités dans l'opinion, dans les médias. Donc c'est le mode victimaire, le premier mode, c'est un mode victimaire de minorisation. Il y a un autre mode tout à fait différent qui consiste à dire que le devenir minoritaire, bien que périlleux, car porteur d'un risque de sectarisation, est aussi une chance, celle d'un renouvellement ecclésiologique, celle d'un élan missionnaire. C'est par exemple ce que va dire un jésuite comme Christophe Théobald. Donc vous voyez 2 voies tout à fait différentes de se positionner dans la minorité et dans la minorisation. Minorité qu'il faut quand même, et là ce sera mon dernier mot, Claudine, ne vous inquiétez pas, je m'arrêterai là, c'est quand même, le catholicisme demeure quand même une minorité qui n'est pas comme les autres. Moi, il se trouve que je travaille beaucoup aussi je travaille sur d'autres groupes religieux, notamment sur l'islam à travers le dossier des aumôneries, et le catholicisme continue à jouir d'un certain nombre de ressources qui étaient les siennes lorsqu'il était majoritaire. Donc le catholicisme n'est pas une minorité comme une autre, on n'en est pas encore là, mais probablement que cette crise des abus contribue encore à creuser potentiellement à accentuer ce processus de décatholicisation. Merci. J'aurais voulu vous poser une question. Comment en est-on arrivé là? C'est une question énorme, mais bon, peut-être ce qui vous paraît à vous le plus essentiel. Alors, il y aurait de quoi, il y aurait de quoi remonter très loin probablement. C'est-à-dire qu'on pourrait remonter au 19e siècle, remonter au Concile de Trente, remonter peut-être encore plus loin. Moi, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire vraiment de l'histoire la plus contemporaine du catholicisme. Je pense que là, on voit les effets quand même de tout le processus de resacerdotalisation qui a été mise en œuvre par Jean-Paul II, puis par Benoît XVI, et qui a été déclinée en France par toute une série d'évêques, selon d'ailleurs des modalités un peu différentes, Lustiger, Ré et bien d'autres. Cette entreprise finalement de redonner toute sa sacralité et son caractère sacré car séparé à la prêtrise, donc réaffirmation d'attachement au célibat, réaffirmation d'attachement au fait que la prêtrise ne peuvent y accéder
que les hommes, avec comme ça un engagement vocationnel qui est vécu sur un mode un peu virtuose, hein, d'une forme d'héroïsme ascétique et d'une voie d'accomplissement personnel. Voilà, donc il y a ce processus-là. Après, je pense qu'il faut se garder d'avoir une vision uniquement descendante de ce processus. S'il a fonctionné, ce processus de resacerdotalisation, du moins partiellement, c'est aussi parce que une partie des jeunes hommes qui se sont engagés comme séminaristes ils ont trouvé d'une certaine façon leur compte, et c'est aussi probablement parce que une bonne partie des fidèles ont accepté et même valorisé cette autorité cléricale qui se trouvait d'une certaine façon remise en avant. Et je dirais que même statistiquement, pour revenir à la question précédente, le fait même que les prêtres soient devenus plus rares, et parmi eux, que la catégorie des jeunes prêtres soit encore plus rare, cette rareté a d'une certaine façon mécaniquement contribué à singulariser les prêtres en interne aux communautés catholiques, à les distinguer et à les hypervaloriser, et donc à renforcer par un effet statistique quasi mécanique, ce processus de resacerdotalisation. Donc, et c'est vraiment, je pense, et c'est ce que je sais, c'est ce qui se fait à la CCBF, c'est vraiment réfléchir sur cette autorité cléricale, réfléchir aussi à cette valorisation chez les fidèles, chez un certain nombre de fidèles, et à ce consentement à l'autorité ecclésiale qui est vraiment aussi, je crois, au cœur de votre réflexion, avec cette volonté de sortir de l'hyper-idéalisation qui a été aussi produite par en haut. On voit qu'aujourd'hui, ça s'est arrêté. Je ne sais pas si vous avez vu dans la croix, là, il y avait Louis Bémond de Senneville qui rendait compte d'une rencontre qu'a eue par François à la communauté Saint-Louis des Français. Et il a une parole qui est très forte, qui est vraiment orthogonale justement par rapport à ce processus de resacerdotalisation qui a été celui de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Il a dit aux prêtres à Saint-Louis des Français, il leur dit les prêtres surhommes finissent mal tous. Voilà, donc c'est vraiment un discours qui est tout à fait orthogonal. Peut-être deuxième point qu'on pourrait évoquer, si on revient un tout petit peu dans le passé, alors dans un passé très proche, vraiment je l'aurais dit, il faudrait remonter beaucoup plus, mais peut-être remonter aux années 70, je pense que c'est un moment important, et évoquer les communautés nouvelles. Parce que ces communautés nouvelles, vous savez, ces communautés qui ont été créées après le Concile de Vatican II, alors certaines ont été créées un tout petit peu avant, mais ont connu leur essor après, je pense au foyer de charité par exemple. Ces communautés nouvelles, elles sont frappées, alors statistiquement on ne sait pas si elles sont beaucoup plus frappées que le reste du catholicisme, parce qu'il y a des prédateurs sexuels terribles dans les diocèses, donc les communautés dites nouvelles n'ont pas le monopole des violences sexuelles. Il n'empêche qu'elles ont quand même occupé symboliquement, médiatiquement, une place très singulière dans l'éclatement du scandale. Alors on pense à la communauté Saint-Jean, on pense aux Béatitudes, au foyer de charité, à l'Arche, aux fraternités monastiques de Jérusalem, etc., etc. Et en fait, leur point commun à ces communautés, par ailleurs très diverses, certaines plutôt de type charismatique, d'autres plutôt de type restitutionniste, entendant restaurer un âge d'or catholique avec lequel il s'agirait de renouer. Ce qui est intéressant, c'est que ces communautés, elles ont elles ont pendant plusieurs décennies incarné un espoir de renouveau, de renaissance du catholicisme. C'est ainsi qu'elles sont décrites dans les années 1970, et même c'est ainsi qu'elles sont encore analysées au début des années 2000 par un historien comme Olivier Landron, par exemple, qui en parle quand même des forces de renouvellement du catholicisme et de résistance au processus de sécularisation. Et d'ailleurs, elles obtiennent pleinement le soutien de Jean-Paul II, qui trouve des réseaux au service justement de sa politique de nouvelle évangélisation, et également au service de cette entreprise de resacerdotalisation de la prêtrise. Et l'épiscopat français, qui dans un premier temps était plutôt frileux, plutôt méfiant, a ensuite plutôt accompagné cette présence. Et en fait,
ces leaders de communauté, ils incarnaient, du fait de leur aura personnelle, de leur charisme personnel, mais aussi du fait du relatif succès qu'ils avaient obtenu en termes de vocation, en termes de pratiques religieuses, etc., d'une certaine façon, probablement, ça a contribué à renforcer leur pouvoir et donc le risque d'emprise, mais aussi à contribuer à ne pas voir, à rendre peut-être un peu aveugle ou à rendre sourds et sourdes les témoignages de personnes qui très tôt ont pu faire valoir qu'elles étaient victimes de violences sexuelles par ces fondateurs perçus comme des refondateurs du catholicisme. Voilà deux arrière-plans historiques, il faudrait dire beaucoup plus, mais qui me semblent quand même très liés à la crise actuelle. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais vous poser une question très globale. À votre avis, quels sont les points de rupture, mais aussi quelles sont les raisons d'espérer? Est-ce que vous voyez voilà, un horizon, quelles sont les ressources finalement que vous pouvez discerner comme sociologue? Alors, les points de rupture, peut-être pour commencer, si ce scandale est si puissant, enfin, s'il a des effets, s'il bouscule autant le catholicisme français, comme d'ailleurs d'autres, on n'a pas évoqué la dimension internationale, hein, mais bien évidemment, comme d'autres pays catholiques l'ont connu un peu avant la France, c'est aussi parce qu'ils s'inscrivent dans d'autres lignes de fracture. Alors là, je ne vais pas détailler, mais on pourra revenir dessus. À mon avis, deux types de lignes de fracture. Qu'ils font rejouer d'une certaine façon. Hein, d'abord, c'est la réception du Concile de Vatican II. Hein, c'est toute une série finalement de points. On le voit, hein, la question de la place des laïcs, la question des rapports entre prêtres et laïcs, la question de la sexualité, du discours sur la sexualité, qui finalement n'ont pas été pleinement réglés par le Concile Vatican II et ont fait l'objet d'une appropriation très polarisée au sein du catholicisme. Donc ça, on voit que ça se rejoue à ce moment-là. Deuxième chose, c'est la bataille du genre, hein, c'est-à-dire comment est-ce que les questions de genre et de sexualité, aujourd'hui, ne sont pas uniquement des questions qui se posent dans le rapport du catholicisme aux États, hein, mais c'est aussi des questions pleinement intra-catholiques et on voit comment les choses se croisent à travers la question du célibat sacerdotal, pour ne citer qu'un exemple. Alors, pour finir, les sociologues ne font pas de prévisions. Voilà, donc pour redire un truc que ne fait pas la sociologie, c'est des prévisions. Et le scandale, d'un point de vue sociologique, il a toujours une issue qui est indéterminée. Hein. Il n'est pas joué d'avance, il va se déployer au gré d'opportunités, de contraintes, la mobilisation qu'il suscite. Donc, on ne sait pas d'avance. Et on pourrait dire, voilà, le tableau est très sombre, on a dit plutôt des choses sombres, mais on pourrait aussi dire des choses peut-être plus positives, en tous les cas sur lesquelles vous pouvez peut-être prendre appui. Ce qui est, je trouve, tout à fait fascinant, et moi c'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce dossier, c'est que la question des scandales sexuels comme la crise sanitaire ont contribué à nourrir des discussions intra-ecclésiales en France qui semblaient beaucoup moins vives, beaucoup moins intéressantes. Hein, notamment, qu'est-ce qui se rejoue? C'est la question des ministères, hein, qui était une question qui avait été un peu mise sous le tapis depuis 15-20 ans, hein, qui est vraiment dont toute une série de catholiques se ressaisissent, dont vous vous ressaisissez, dont des travaux de théologiens, théologiennes, canonistes se ressaisissent. Et ça, c'est tout à fait passionnant de voir comment est-ce que les choses comment cette réflexion est d'une certaine façon revigorée. Hein, tout à coup, on voit qu'il y a encore des ressources intellectuelles, il y a des ressources de débat. Je trouve ça, pour ma part, qui justement avait suivi cette question des ministères depuis ma thèse, tout à fait intéressante. Et on voit aussi, d'une certaine façon, que ces formes de protestation que j'évoquais, le fait de ne plus donner, ou donner de l'église, peut-être un temps de ne plus être allé à la messe, voire d'envisager d'autres formes de pratiques,
nourri et par la question des scandales, mais aussi par la question du Covid, c'est aussi finalement une façon de réaffirmer son appartenance. Hein. Et donc, c'est aussi, là aussi, il y a une forme de revigorisation, peut-être un peu paradoxale et peut-être inattendue, mais qui me semble bien réelle aujourd'hui dans le catholicisme français. Alors ensuite, quelles sont les voies de réforme possibles, de changement possible? On voit que tout ça est encore très programmatique et on voit, et là peut-être qu'on pourra l'évoquer dans les débats, deux pistes, hein, soit ouvrir plus largement les ministères ordonnés, soit penser une pluriministérialité. Hein, c'est vraiment les deux pistes qui sont aujourd'hui posées. Peut-être juste pour finir, il me semble que l'élément qui, pour le futur, va beaucoup jouer, c'est l'effet François. Il y a eu indéniablement un effet François. Je l'ai cité tout à l'heure dans la façon dont il parle de ces prêtres surhommes qui étaient exactement les prêtres tels que les présentait Jean-Paul II. L'arrivée du pape argentin a réouvert le champ des possibles, a ressuscité de l'espoir chez beaucoup de catholiques qui avaient eu l'impression d'avoir complètement, de ne plus avoir voix au chapitre. Bon, François est un homme âgé qui fait face à une opposition féroce. Donc voilà, on ne sait pas combien de temps il sera encore aux commandes. Et puis François apparaît quand même plus, du moins jusqu'à présent, comme un rénovateur que comme un réformateur. Mais il est évident que les choses se jouent à la fois dans les communautés locales et aussi par en haut. Il n'empêche qu'il y a quand même comme ça une stratégie de petits pas qui a été posée par le pape François, autour notamment, lui, on voit très bien quelle est la piste qu'il privilégie, celle de la pluriministérialité. Voilà, donc là, je pense qu'il y a probablement des forces, des éléments qui peuvent laisser penser à des formes de changement dont l'ampleur est bien sûr difficile à pronostiquer entre guillemets. Un grand merci. Alors, nous allons passer au temps des questions. Alors, j'en ai déjà quelques-unes. Je vous lis celles qui sont déjà apparues. Est-ce qu'on assiste à des conversions au protestantisme? Vous avez parlé de cette paroisse qui était en même temps, où il y avait une proximité avec le temple et de personnes qui finalement étaient allées au temple. Est-ce que ce sont des conversions ou bien c'est simplement un changement de communauté? J'ai une autre question. Quelles sont les motivations pour devenir prêtre aujourd'hui? Une autre question, c'est les fractures dans l'Église recoupent-elles les fractures du champ politique? Et enfin, une question alors plus générale, l'Évangile intéresse-t-il encore aujourd'hui? Voilà, il y a peut-être d'autres questions qui vont apparaître. Là, il y aurait de quoi nous occuper. Déjà de quoi s'occuper. Peut-être commencer par la première question. Moi, je n'ai pas d'enquête qui mesure. Je pense que le terme même de conversion au protestantisme serait probablement pas repris par les personnes qui peut-être trouvent une forme de communauté qui leur correspond mieux. En revanche, il y a un terrain sur lequel j'ai vraiment observé ça, c'est auprès de catholiques homosexuels qui entendaient affirmer leur identité catholique, mais ne pas renoncer à leur état de vie, voire l'officialiser. Et c'est vrai que sur l'enquête que j'ai faite au moment du mariage pour tous, il y a un certain nombre de jeunes gens, très, très pieux pourtant, un certain nombre qui ont quitté le catholicisme pour aller vers un protestantisme. Alors souvent, les formes de protestantisme qui sont liturgiquement les plus proches du catholicisme. C'est pas des raz-de-marée, mais c'est vraiment des itinéraires que vous retrouvez aujourd'hui. Par exemple, dans le Carrefour des chrétiens inclusifs, il y a beaucoup de protestants et protestantes qui sont des anciens catholiques et qui probablement ne parleraient pas de conversion, mais d'une communauté dans laquelle qu'ils ont trouvé plus inclusive. Voilà, donc alors, les motivations pour devenir prêtre aujourd'hui. Alors, il y a cette question, moi, je vois très bien ce qu'il y a derrière, puisque c'est une question qui fait surgir la question même de la sexualité et du célibat comme refuge pour
des hommes qui, finalement, dans des milieux très conservateurs, hein, puisque d'où viennent les jeunes prêtres aujourd'hui, il y a quand même un vivier qui s'est vraiment resserré. Hein, ça, c'est quand même quelque chose qui est très observable. Alors, c'est flagrant dans les diocèses urbains comme le diocèse de Paris ou d'autres diocèses, mais bien au-delà. Hein. Donc, on est sur des familles qui sont des familles elles-mêmes très pratiquantes, conservatrices, plutôt issues de la bourgeoisie. Et il est vrai que la question de la sexualité, notamment probablement d'une homosexualité mâle, une difficulté à assumer dans ces milieux extrêmement conservateurs. C'est la thèse, par exemple, de Jocelyn Tricot, hein, qui dit que voilà, ça reste un placard possible dans ces milieux très conservateurs, un placard au sens que les Anglo-Saxons emploient, dont les Anglo-Saxons emploient ce terme pour les homosexuels, les personnes homosexuelles qui entendent cacher leur orientation sexuelle. Voilà. Mais bien sûr, il y a d'autres motivations. Enfin, là, je lis, je fais le lien avec le débat de ce soir. Alors, sur les fractures de l'Église et le champ politique, alors moi, je vous ai dit que cette question des scandales, elle rejoue d'autres clivages. Hein, et notamment le clivage suscité par le Concile de Vatican II et sa réception, le clivage sur les questions de genre et de sexualité, mais en même temps, et ça, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en partie, elle contribue à faire rejouer ces clivages-là. C'est-à-dire, et je ne pense pas que la lecture droite-gauche serait pertinente pour... enfin, on ne peut pas décalquer une lecture droite-gauche et juste la plaquer sur la pluralité interne au monde catholique, qui est extrêmement variée. Il y a des thématiques qui viennent refaire se jouer les clivages et qui deviennent à ce moment-là des clivages internes. Je pense notamment à la thématique de l'écologie. Hein, ça, c'est tout à fait passionnant pour revoir de la pluralité dans la pluralité. C'est-à-dire que l'écologie est vraiment une question qui aujourd'hui est extrêmement importante, est devenue en quelques années, alors dans le sillage de Laudato aussi, hein, là aussi avec un effet par en haut, mais probablement aussi avec un souci environnemental de plus en plus fort, social, hein, le catholicisme est aussi dans son monde. Mais on voit qu'autour de la question de l'écologie, vous avez des gens qui sont dans une écologie politique très structurée, qui dialoguent parfaitement avec des partis verts, hein, d'une certaine façon. Donc, vous avez ça du côté des jésuites, par exemple, hein, du côté du CERAS, par exemple. Et puis, vous avez aussi tout ce qui tourne autour de l'écologie intégrale, où l'engagement de la défense de la nature, c'est aussi un engagement de type bioéthique contre toute une série contre le mariage pour tous, contre l'ouverture de la PMA au couple de femmes, etc. Et où on retrouve finalement des mouvements anti-avortement qui avec la thématique d'abord de la bioéthique, puis avec la thématique de l'écologie, ont réussi à trouver une façade beaucoup plus respectable et sont aujourd'hui devenus des interlocuteurs des pouvoirs publics, à l'Assemblée nationale, dans les cabinets ministériels, etc. Voilà ce petit exemple pour montrer que les choses sont en fait assez compliquées, assez subtiles, et que voilà, la typologie droite-gauche, elle fonctionne en partie, bien sûr, hein, mais elle me semblerait vraiment trop simplificatrice. Alors, est-ce que l'Évangile intéresse aujourd'hui ? Je dirais que c'est, pardon là, mais là, c'est pas trop mon, c'est pas là. Je ne pense pas être la bonne réponse la bonne personne pour vous répondre sur cette question-là. Je pense que ce qui est en jeu, c'est pas tant l'Évangile que l'institution et la façon dont l'autorité est exercée. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est pas... le discours anti-religieux, il est d'une certaine façon assez largement dégonflé. Hein, l'anticléricalisme tel qu'on le connaissait, qui était construit en miroir face au catholicisme, il s'est aussi lui-même érodé, déconstruit au fur et à mesure de cette déprise catholique. Et je pense que c'est
pas l'Évangile qui est… Alors ensuite, est-ce que l'Église catholique a trouvé la meilleure façon pour faire connaître l'Évangile? On voit aujourd'hui l'échec, en tous les cas. Vous voyez, c'est quand même très intéressant, hein, cet échec de la nouvelle évangélisation qui finalement avait fait la leçon, vous voyez, toute une génération, cette génération de prêtres des années qui étaient jeunes dans les années 80, 90, 2000, hein, qui avaient fait la leçon à leurs aînés en considérant que c'était eux qui étaient aux prêtres qui dans les années 60, 70, aux fidèles qui s'étaient trop engagés à gauche, etc. et qui avaient désacralisé la liturgie, désacralisé le statut du prêtre, etc. et qui avaient été à l'origine justement de cette déprise catholique. Et on voit que tout le processus inverse hein, qui a été mis en œuvre dans les années 80, 90, 2000 et jusqu'à aujourd'hui n'a pas interrompu du tout, hein, n'a pas interrompu ces trends qui sont toujours à la baisse. Merci. Il y a une question posée par Clémence à propos des jeunes. Peut-être qu'on pourrait laisser la parole à Clémence qui expliquerait sa question, si elle veut bien activer son micro et poser sa question. Oui, merci, bonsoir. J'ai posé une longue question parce que je suis souvent un peu étonnée autour de moi, les jeunes gens, comme je le dis dans ma question, ne sont pas du tout touchés par ces problématiques autour du cléricalisme et de la manière dont l'Église est organisée. Et je suis souvent assez étonnée de voir qu'il y a très peu d'écho autour de moi. Alors que moi, c'est cette petite phrase ni partir ni se taire, elle me touche beaucoup et c'est vraiment. J'y repense souvent quand je me dis mais je lâche tout, c'est pas possible. Et oui, ça m'attriste un peu de voir que ces questions-là, elles sont pas portées par les jeunes, alors que c'est nous aussi l'Église de demain, quoi. Et donc je me demande pourquoi. Je serais peut-être moins… là aussi, à travers un prisme qui est celui sur lequel j'ai enquêté beaucoup ces 10 dernières années, il me semble que sur les questions de genre et de sexualité, il y a quand même toute une jeune génération. Enfin, moi, je le vois parce que j'ai eu des étudiantes qui, à l'EHESS qui ont fait des mémoires avec moi ou qui veulent faire des thèses avec moi. Donc, c'est des jeunes femmes. Je pense à des femmes. C'est soit des jeunes femmes, soit des jeunes hommes gays. En fait, c'est autour de ces questions de genre et de sexualité que là, j'ai l'impression qu'il y a… Alors, c'est la minorité dans la minorité, bien sûr. Hein, mais j'ai quand même l'impression que là, il y a aussi des jeunes femmes qui, justement, n'acceptent plus les discours sur la complémentarité des sectes et sur l'essentialisation qui est derrière, mais qui n'entendent pas partir, ni se taire, hein, qui entendent accéder à des responsabilités, qui entendent se former. Donc, elles veulent se former à la fois d'un point de vue théologique et aussi d'un point de vue des sciences sociales. Sur les questions de sexualité aussi, j'en discutais avec un collègue de Louvain ce week-end, de Louvain-la-Neuve, qui dans la faculté de théologie voit tout un groupe de doctorantes, alors c'est plutôt des femmes qui entendent s'affirmer à la fois catholiques et lesbiennes et qui justement prennent la parole, hein, donc qui n'entendent pas partir et n'entendent pas se taire. Voilà, donc il me semble quand même que sur ces questions à la fois de la place des femmes et sur la question aussi d'une plus grande inclusion des personnes LGBT, il y a là quand même eu des prises de parole, des choses qui ont bougé, qu'on n'aurait pas vues peut-être il y a 10 ou 15 ans. Et ça, c'est vraiment les effets du phénomène de politisation, alors vraiment politisation au sens de comment est-ce que ces questions sont venues nourrir le débat intra-ecclésial, créer là aussi des formes de clivage, mais aussi nourrir des prises de parole, un débat. Je trouve que quand même, il y a un certain nombre de choses qui ont bougé chez les jeunes et aussi chez des personnes plus âgées. Quelque chose d'anecdotique, enfin pas d'anecdotique d'ailleurs, mais qui est peut-être plus en marche par rapport au débat de ce soir, sur l'accès des femmes au diaconat. Jusqu'à il y a peu, c'était quelque chose que les femmes, y compris celles qui ont des responsabilités importantes dans les diocèses, dans les aumôneries, etc., n'entendaient pas porter publiquement. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est devenu très banal de dire voilà, il faudrait que les femmes puissent accéder au diaconat. Voilà, c'est plus quelque chose jugé subversif ou je trouve qu'il y a eu quand même des petits déplacements chez des femmes plus âgées, mais aussi, je trouve quand même, chez les jeunes générations.
Merci. Je vois que Jean-François a levé la main. Merci, oui. Oui, en effet, je voulais poser une question. Dans votre livre, vous donnez des tableaux de chiffres sur la pratique religieuse, les différentes religions, etc., qui sont issus de l'European Survey, ou je ne sais plus très bien comment ça s'appelle, Value Survey. Et ça m'a mis à poser la question, en droit français, du fait de la réglementation de la CNIL et autres, normalement, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques ou religieuses. Alors, je sais qu'il y a des accommodements avec ce sujet, mais enfin, c'est ça le principe. Alors, pour vous qui travaillez par définition en tant que sociologue beaucoup sur des évolutions de groupe, des tableaux de chiffres, c'est quand même essentiel. Alors, comment faites-vous, comment travaillez-vous pour obtenir ces données quantifiées qui sont quand même la base, me semble-t-il, de la réflexion sociologique? Alors, quelques précisions par rapport à ça. Vous avez raison, la question des statistiques confessionnelles, ça relève de c'est le même débat que la question des statistiques ethniques qui a donné lieu à plus de débats publics depuis une quinzaine d'années en gros. Le droit français, que nous dit le droit français? Vous avez raison, c'est la loi de 78 qui a donné sur la loi informatique et liberté, mais qui en fait s'inscrit dans un siècle en fait de pratiques. C'est que les administrations publiques ne peuvent pas produire de statistiques confessionnelles. Donc c'est les administrations publiques. Les chercheurs, les instituts de sondage peuvent produire des chiffres. En revanche, moi qui travaille beaucoup sur la prison et sur l'hôpital, vous voyez, en prison, alors qu'on dit voilà il y a 80% de musulmans, il y a 60% de musulmans, tout ça c'est de la pure approximation parce qu'en fait les établissements pénitentiaires ne peuvent pas produire de statistiques confessionnelles, pas davantage que statistiques ethniques, et c'est la même chose à l'hôpital, ce qui posait alors plein de problèmes quand ensuite il s'agit de faire la place à l'islam puisqu'on ne sait pas à quelle hauteur et on ne sait pas que deviennent les catholiques dans l'affaire, etc. Donc déjà c'est que vous voyez c'est les statistiques publiques, donc à des fins de connaissance on peut, et même, je dirais même la prison ou l'hôpital peuvent demander des autorisations à la CNIL, et il faut respecter deux choses, c'est-à-dire que ça doit être justifié par des fins de connaissance, le but c'est de mieux connaître une population, et l'anonymat doit être strictement respecté, c'est-à-dire que vous ne devez pas pouvoir faire, si quelqu'un reprend les données, pouvoir retrouver les personnes qui ont répondu à l'enquête. Et donc, en fait, juste pour finir là-dessus, il y a un tel tabou de ces questions-là que les administrations publiques, en général, ne demandent même pas d'autorisation à la CNIL. Et quelqu'un comme François Héran, qui s'est beaucoup investi sur la question des statistiques ethniques, considère que c'est aussi beaucoup le fait d'une auto-inhibition et que rien n'empêcherait, en respectant ces deux critères que j'évoquais, rien n'empêcherait d'avoir un certain nombre d'enquêtes dans des administrations publiques et sur les statistiques confessionnelles et sur les statistiques ethniques. Merci. Donc, nous avons une question de Patrice. Oui, bonjour. Vous avez évoqué dans les pistes deux voies, soit ouvrir, soit favoriser la pluriministérialité. Alors, j'ai peut-être pas bien noté, et en tout cas, est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît? Merci beaucoup, parce que je suis allée effectivement très vite. C'est quelque chose que j'avais envie de développer un petit peu, donc merci de m'en donner l'opportunité. Donc, dans ces discours plus réformistes qui sont portés aujourd'hui par des catholiques, par des groupes comme les vôtres ou par des travaux plus académiques, théologiques, etc. Il y a finalement, tout le monde est d'accord pour la nécessité de changer les choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même un constat partagé de dysfonctionnement institutionnel dans les modalités d'exercice de l'autorité. C'est la dimension systémique qui est dénoncée par par François. C'est tout ce qui est derrière ce mot un peu valise, qui est le mot de cléricalisme. Et finalement, lorsqu'on regarde un peu plus près les solutions les voies qui sont envisagées, elles sont quand même un peu de deux ordres différents. La première, c'est élargir la base de recrutement des ministères ordonnés en faisant sauter un ou autre des verrous qui, jusque-là, sont solidement fermés. Je vous citais par exemple le cas du diaconat, la question d'ouvrir le diaconat aux femmes.
Il n'y a pas de, je veux dire, le diaconat, voilà, il y a eu des diaconesses dans les premiers temps de l'Église. Les diacres aujourd'hui, hommes, font des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils faisaient au premier temps de l'Église. Donc, enfin, c'est un dossier qui pourrait tout à fait bouger. Voilà. Donc voilà, ça, on ouvre, on fait accéder les femmes au diaconat. Où on voit très bien comment aussi la question des scandales sexuels a fait ressurgir des demandes qui ont été plus présentes à certains moments, je pense notamment aux années 60-70, sur la question de l'accès d'hommes mariés à la prêtrise. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est de nouveau examiné. Ça a été de manière quand même assez sérieuse au moment du synode sur l'Amazonie, hein, avec cette idée qui a été portée par le synode d'une possibilité d'ordonner prêtres des hommes qui étaient diacres. Donc c'est la figure des viri probati, c'est des hommes qui auraient déjà fait leur preuve en tant que diacres et qui correspondrait à un vivier possible de recrutement pour certaines zones très mal pourvues en prêtres, comme l'Amazonie, où parfois il n'y a pas de prêtres qui passent pendant 2 ans. Ça, c'est une possibilité qui est là aussi tout à fait envisageable. J'en ai discuté, j'en ai été retrouvée en conférence avec Alphonse Borras, hein, qui est le canoniste qui a quand même a mal réfléchi à ces questions-là et qui explique que déjà on est dans l'ordre de la discipline et que donc c'est une discipline qui pourrait être levée à l'échelle locale. Alors le synode sur l'Amazonie, vous voyez, c'est aussi quelque chose, voilà, qui n'est pas lié directement à la question des scandales sexuels, mais qui a réouvert un peu, contribué à réouvrir ces questions-là. Bon. Ce n'est pas la piste qui a été choisie par le pape François. Hein, lorsque vous regardez Corrida Amazonia, ce n'est pas cette piste-là. La seconde piste qui était qui est celle aussi, et qui peut-être est la piste la plus radicale finalement, parce que moi, parmi les personnes que j'ai interrogées, qui étaient assez mobilisées justement, et qui disaient finalement, si c'est pour ordonner des hommes mariés qui restent tout aussi cléricaux, si c'est pour ordonner des femmes prêtres et qu'elles soient aussi cléricales, etc., et qui considèrent que c'est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ouvrir le verrou, mais il faut réorganiser différemment la question des ministères, et notamment développer les ministères laïcs. Donc ça, c'est ce qui est, et notamment les ministères pour les femmes. Et ça, c'est clairement très clairement la piste qui est privilégiée par quelqu'un comme Théobald que je citais tout à l'heure, mais c'est aussi la piste qui semble avoir la préférence du pape François, hein, lorsqu'il évoque des ministères laïques, des ministères qui reconnaîtraient le leadership des femmes, et il le fait même qu'il est ouvert. Alors ça peut paraître tellement anecdotique, mais je pense que ça fait partie de cette stratégie des petits pas du pape François, qu'il est ouvert les ministères de lecteurs et d'acolytes aux femmes. Ça participe aussi d'une forme de reconnaissance de la pluriministérialité. Bon, tout ça reste... voilà, et ça, qu'est-ce que ça voudrait dire aussi? Ça voudrait dire délier présidence liturgique et état clérical. Voilà. Donc, c'est un peu les deux pistes qui sont... et la deuxième correspond assez bien à cet esprit de synodalité, hein, qui est un peu le terme... vous voyez, d'un côté, vous avez comme mot valise cléricalisme, puis de l'autre, il y a le mot synodalité qui est tout à la fois son contraire et puis aussi censé être son antidote. Et peut-être que c'est aussi cette deuxième voie qui correspond finalement, qui est le plus en affinité avec ce processus de mise en minorité du catholicisme, qui implique plus qu'on ait d'un côté des membres actifs et de l'autre, vous voyez, des gens qui ne le sont pas, donc avec une espèce de truc à 2 vitesses, mais au contraire, dans des petits groupes, un ensemble de personnes qui soient, d'une certaine façon, également engagées. Voilà. Alors, voilà, c'est un peu là où on en est sur les deux, les deux pistes, ouvrir aux femmes, ouvrir aux hommes mariés des ministères qui leur sont aujourd'hui inaccessibles, ou penser différemment. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être pas où, peut-être que les deux peuvent aussi fonctionner ensemble, hein, mais en tous les cas, c'est les deux pistes qu'on voit aujourd'hui dans les travaux les plus récents, hein, qu'on voit vraiment, qu'on voit de manière quand même assez clairement se dessiner, même si, et là j'ai eu un petit débat avec Théobald, moi je trouvais ça pour l'instant très très programmatique et un peu quand même très abstrait encore, et voilà, il n'était pas tout à fait d'accord avec moi, il trouvait que j'étais un peu pessimiste, mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, je crois que Marcel a levé la main. On va donc lui laisser la parole. Oui, je voulais simplement poser une question à propos de
de la démission du cardinal Marx, je crois, en Allemagne, qui est assez récente, qui, même si elle a été refusée par le pape François, a fait beaucoup parler d'elle dans ce pays. Et elle m'était apparue comme une sorte de demande forte de réanimation ou même d'activation du débat sur tous les problèmes que vous avez évoqués entre la base, c'est-à-dire les fidèles, et la hiérarchie de l'Église. Est-ce que ça pourrait, par exemple, se produire en France, ça ? Ouais, je vous remercie aussi de cette remarque parce que c'est aussi quelque chose que j'avais un peu prévu d'évoquer. L'Allemagne a fait peut-être dans la chronologie, l'Allemagne a été touchée un peu avant la France, c'est-à-dire que le scandale, voilà, il y a des chronologies assez différentes d'un pays à l'autre. Le pays qui a été le premier touché, c'est les États-Unis, c'est 1986 en Louisiane, un prédateur sexuel qui a fait un nombre absolument effrayant de victimes, puis plusieurs vagues, et puis il y a des pays qui ont été frappés plus récemment. L'Allemagne en fait partie. Et l'Allemagne donne un peu l'impression d'avoir un temps d'avance par rapport à la France. Et puis l'Allemagne a aussi une présence probablement de laïcs qui est plus institutionnalisée, plus reconnue dans le débat intra-catholique. Et donc, les catholiques français ont beaucoup, et je sais que vous aussi, vous avez beaucoup regardé ce qui se passait du côté du chemin synodal qui a été engagé en Allemagne, avec peut-être l'espoir aussi de susciter ou d'avoir une structure qui serait un petit peu équivalente. Mais aussi la crainte de ne pas y arriver parce qu'il n'y a pas les mêmes ressources, parce que les laïcs n'ont pas les mêmes ressources en Allemagne qu'en France pour toute une série de raisons historiques qu'on pourrait évoquer. Et voilà, la démission du cardinal Marx, qui est justement quelqu'un qui est sur cette ligne qui est sur une ligne réformiste, c'est-à-dire qui considère que résoudre la question des violences sexuelles n'est pas uniquement agir sur les seuls abus, sur les seules situations, c'est-à-dire c'est pas uniquement faire de la prévention, faire des signalements au procureur, etc. Tout ça qui est très important et qui, heureusement, est aujourd'hui en voie de devenir la norme, y compris dans les diocèses français, mais c'est aussi agir sur le cléricalisme, agir sur cette dimension systémique. Et donc, la démission du cardinal Marx, elle est quand même, voilà, c'est-à-dire à quoi il se heurte le cardinal Marx ? Il se heurte à d'autres évêques qui justement ont du mal avec cette notion de responsabilité collective, sont d'accord pour reconnaître des responsabilités individuelles, mais n'entendent pas endosser une responsabilité collective et entendent encore moins mettre en œuvre les réformes, le type de réforme. On a dit qu'elle n'était pas encore, enfin, voilà, qu'il y avait plusieurs pistes possibles, mais n'entendent pas aller vers là. Et donc, je dirais que c'est plutôt une mauvaise nouvelle, enfin, ce qui se passe en Allemagne, de voir comment cet homme se trouve finalement, sa démission, c'est un aveu d'échec d'une certaine façon, que refuse d'ailleurs François, hein, c'est assez intéressant, parce qu'il refuse la démission. Donc, c'est un peu, je pense que c'est plutôt un signal décevant pour les Français, pour les catholiques français qui avaient l'impression que justement les Allemands étaient plus outillés pour pouvoir aller plus loin sur cette piste-là. Voilà, nous arrivons au bout de nos questions, à moins que l'un ou l'une d'entre vous ait encore une question qui lui brûle les lèvres. Voilà, on attend peut-être un petit peu si quelqu'un souhaite prendre la parole. Moi, je peux rebondir sur la question sur le cardinal Marx, parce qu'il y a une autre lecture possible qui serait de dire qu'en fait, cette opération a justement pour objet de mettre en lumière la question et du coup de donner la possibilité de la traiter. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille en faire une lecture négative, comme j'ai cru comprendre que vous le fassiez. Mais je n'ai aucune information. Hein. Mais peut-être, mais en tous les cas, je pense que s'il sent le besoin de faire ce coup d'éclat, c'est quand même qu'il se heurte à... Oui, ça, bien sûr. Voilà, et qu'on a vu en France, hein, peut-être vraiment juste en deux mots, on l'a vu quand même, je veux dire, le discours de Moulin-Beaufort, qui quand même était un pas pour reconnaître une responsabilité collective, c'est quand même le terme qu'il emploie, il a dit c'est une responsabilité pour le présent, le passé et le futur. Je pense que ça a été très compliqué à obtenir, parce qu'il y avait énormément d'évêques qui refusaient cette notion de responsabilité collective. Ouais, c'est quand même voilà, alors il y a plein de choses qui sont très décevantes dans les mesures prises par l'épiscopat. Oui. Là.
de la responsabilité. Je crois que c'est aussi ça auquel se heurte le cardinal Marx, c'est-à-dire cette reconnaissance. Parce que qui dit responsabilité collective dit justement nature systémique et dit nécessité de réforme. C'est ça vraiment. Vous voyez, c'est deux constats différents. C'est vraiment. Et donc, soit on fait ce constat et de ce fait-là, il faut engager des réformes, soit on est sur le constat que c'est juste finalement, voilà, on toilette des choses, on change un peu le droit canon, on se met d'accord, on fait des accords avec la justice, les procureurs, etc. Et puis c'est bon, on fait un peu de prévention et ça suffira. Ouais, voilà. D'accord. Oui, très juste. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Donc, écoutez, je ne peux que vous recommander de lire ces ouvrages qui, comment dire, on peut avoir un peu peur quelquefois quand on se lance dans un livre d'enquête sociologique, etc. Mais là, vraiment, vous avez vu comment est Céline, c'est très clair, c'est très précis, ça se lit bien, c'est passionnant et très éclairant. Céline, merci infiniment. Merci beaucoup à vous de votre accueil et merci de cet échange qui était tout à fait stimulant pour moi. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation à vous. À vous aussi.